On. C'est de l'anglais. Oui. Mes chers amis, collègues, néanmoins amis, je vais essayer de faire le point sur ce colloque. Nous avons encore une longue journée devant nous. Hier, nous avons eu 3 commissions. Parce qu'au fin de compte, la commission américaine n'a pas vraiment pu... enfin bon, on ne peut pas l'appeler une commission à proprement parler. C'était surtout une commémoration. Nous sommes restés... Qui était là hier soir? Pas beaucoup de gens, d'ailleurs, étaient là hier soir. Il y a beaucoup de mouvements. Bon. Vous étiez là, Madame Glorieux? Et vous aussi? Oui. Je disais à Monsieur Baucher, je vous présente Alain Baucher, qui est venu quand même d'assez loin pour nous voir. La réunion d'hier soir sur astrologie et société a, bon, comme disait Madame Ariane Datis tout à l'heure, n'est-ce pas, vous disiez que ça fait apparaître une certaine forme de, pas de désarroi, mais enfin disons un diagnostic. On s'est un peu, Monsieur Cordero était là d'ailleurs. Oui, ce que je disais tout à l'heure à Jacques, c'est qu'ayant réfléchi cette nuit et hier soir sur les interventions des uns et des autres, il est apparu très nettement, bien sûr, que la valeur de chacun n'est pas à remettre en cause, mais peut-être l'interrogation aux sociétés par rapport à J'ai prévu de déconnecter à ce moment-là le micro-cravate et passer sur votre micro. Oui. Alors, si vous voulez recommencer votre intervention, parce que il faut s'habituer à ce que nous soyons obligés parfois de... Avec sa note de musique à donner, même si nous partons d'horizons différents et si nous interprétons différents selon nos personnalités, mais qu'on pouvait peut-être profiter que nous soyons tous là pour élever un petit peu, non pas le débat, mais élever, oui, quelque part le débat, de façon à ce que tous ensemble, on trouve la façon de faire passer notre message d'une façon extrêmement crédible à tous les scientifiques, enfin, à tout le monde extérieur. Voilà ce que je disais en... Ce qui me frappe, c'est, si vous voulez, par exemple, si vous demandez à un astrologue, je sais pas moi, quels sont les noms des signes zodiacaux, il vous répond du tac au tac. Si vous demandez comment on calcule un thème, il vous répond immédiatement. Il y a des choses qui sont immédiatement connues, qui sont tout de suite là. Bon, maintenant, si on pose une question et que la personne se creuse les méninges, etc., ça veut dire que déjà, la question qu'on lui pose n'est pas évidente, qu'elle ne fait pas partie de ce qu'on lui a appris. Donc, dans un groupe, c'est très intéressant. Il y a des questions qui, immédiatement, à la limite, si je me demande quand même qu'est-ce que c'est que les gens du Bélier, ou qu'est-ce que c'est que la maison 3, tout de suite, il y a une espèce de truc par cœur qui sort, voilà. Donc, à un certain niveau de technicité, il y a un discours qui est tout à fait là, qui est tout à fait élaboré. Et puis, dès qu'on demande de revenir un petit peu, de poser la question un peu au niveau philosophique, qu'est-ce que c'est que le temps pour l'astrologue, quelle est la conception de la prévision, même vous demandez à un astrologue, qu'est-ce que c'est la philosophie de la prévision en astrologie, alors là, attendez, je vais réfléchir. Donc ça montre bien qu'il y a un seuil de connaissance, ou de conscience, exactement, il y a un seuil de conscience entre ce que les gens disent facilement sur un sujet et si on change un peu le genre d'interrogation, alors là, ils ne savent plus quoi dire. C'est intéressant d'ailleurs, c'est une façon de déstabiliser, c'est une bonne méthode de déstabilisation, d'arriver à poser la question qui, quelque part, est évidente, et pourtant la personne ne sait pas répondre. C'est évident parce que ça fait partie de sa vie professionnelle, de sa façon de travailler, et en fait, elle est tellement perdue dans le détail de telle et telle notion qu'elle n'est pas capable de donner une réponse globale. Peut-être qu'elle n'a pas. D'ailleurs, c'était un peu comme ça que nous avions commencé avec Alain Baucher, parce que je vous répète que... je vous présente M. Christian Gourdin, justement. J'espère qu'il va pouvoir nous apporter des lumières sur cette question des... c'est un spécialiste il a fait une thèse à l'université de Nice sur les arts divinatoires, donc une thèse qui est assez solide. C'est un disciple de Robert Jolin,
notamment au niveau de la géomancie, etc. Bon, mais voilà, un type comme Robert Jolin, il a essayé de, je ne sais pas, quelle a été sa démarche à Robert Jolin en tant qu'universitaire, qu'est-ce qu'un ethnologue universitaire comme Robert Jolin à Paris 7 Jussieu, qu'est-ce qu'il cherchait à faire apparaître autour de la géomancie? Les dangers. Disons que la géomancie, c'est un art divinatoire assez peu connu. Hein. Il est apparu il y a une bonne trentaine d'années dans le grand public et il a pas mal de facettes cachées. Entre autres, on n'a pas seulement une géomancie, on a en fait 2-3 géomancies. Donc la géomancie était surtout l'outil de travail utilisé par les tribus nomades. Bon, c'est une géomancie qui est basée sur un système additif et qui présente une philosophie très démocratique, très populaire. Bon, à cette géomancie s'oppose une autre géomancie qui est la géomancie prophétique. Bon, basée sur le revers de la règle, sur la loi de multiplication, elle a des propriétés de modèle très particulières, ce qui a permis à Robert Jolin, si vous voulez, d'utiliser sa démonstration de la géomancie prophétique pour montrer les dangers du totalitarisme. Et on vit à une époque où on voit à quel point ce totalitarisme est appliqué dans le terrorisme, dans le fanatisme religieux. Donc le travail de Robert Jolin a une très grande importance parce qu'il permet, en quelque sorte, si vous voulez, de remettre un peu les axiomes de base en considération. Le principe de base étant que on a eu au siècle dernier un déchirement entre, d'un côté, l'axiome religieux qui dit c'est la conscience qui détermine l'être social, et de l'autre, l'axiome plus matérialiste emprunté par le marxisme qui dit c'est l'être social qui détermine la conscience. Donc tout le champ des sciences sociales a été un petit peu bouleversé par ces deux axiomes. Et bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect systématique des théories d'anthropologie sociale. Bon, j'ai réussi à démontrer dans ma thèse que un sociologue utilise à la base un catéchisme de base que l'on retrouve dans les grands discours, les grandes théories religieuses et dans les théories divinatoires. C'est un outil de travail, hein, c'est un outil de travail, la géomancie, qui arrive à signifier un petit peu toutes ces codifications psycho-ethno-sociologiques, et on le retrouve dans, si vous voulez, bon, je vous ferai quelques projections pour vous expliquer très rapidement. Oui, j'ai des transparents, donc très rapidement vous verrez que sur l'outil géomantique, j'arrive à y greffer tous les codes des sciences sociales. J'y mets les origines de la grande révolution abrahamique, je peux passer à l'hindouisme et je vais voir tous les arts divinatoires chinois avec beaucoup de souplesse. Donc ça permet, si vous voulez, de garder en mémoire tous ces savoirs. Donc c'est quand même un outil très appréciable qui nous permet, si vous voulez, aussi bien de codifier des savoirs psycho-ethno-sociologiques, religieux, et même dans d'autres domaines. Bon, l'astrologie venant compléter la géomancie. Je voudrais signaler que un des enjeux de cette... excusez-moi, non, je peux... Oh. Oui, je vais mettre... Mission service 2. Oui, nous dénoncions tout à l'heure le manque, le déficit d'explicitation au niveau philosophique, au niveau des principes de ces arts divinatoires. Un des inconvénients majeurs de ce déficit, c'est que ça ne permet pas de relier ces arts divinatoires à d'autres domaines. Parce que plus vous montez en abstraction, plus les passerelles avec d'autres domaines peuvent se faire. Si vous restez dans votre spécificité, dans votre ethnicité, vous êtes dans un monde fermé, clos. Quand vous commencez à dire, imaginons par exemple qu'on arrive à trouver que dans le tarot, il y a une philosophie du temps qui est une philosophie qui se retrouve dans d'autres domaines, dans d'autres plans. À ce moment-là, le tarot trouve des passerelles avec d'autres domaines. Mais tant que vous n'avez pas fait cet effort d'abstraction, eh bien, en effet, quand on ne fait pas d'effort d'abstraction, quand on ne fait pas l'effort de décanter les choses, eh bien, on a des cas particuliers, on n'a que des cas particuliers. Hier, on a parlé par exemple, si l'astrologue a voulu marquer le coup en invitant
la personne, et là vous voyez Julien Sturm il y a 30 ans, avec Alexander Ruperti, Paul Colombet et Jean-Pierre Nicolas. Et c'est la même personne. Et, donc, j'avais 5 ans. Et moi je suis en bas aussi. Donc, je suis un bébé. Voilà. Donc, voilà. C'est intéressant que nous, avant de passer au problème de l'astrologie américaine et de l'influence de Rutgard en France, etc., c'est intéressant, puisque nous sommes dans un congrès, de réfléchir sur ce que c'est qu'un congrès et qu'est-ce que ça nous apportait, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, Julienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler, can you recall us what happened in 1974? What was the historical context? What was the historical society? I mean, the social astrological context. So, il y a 30 ans, Julian Sturm organisait au niveau international, au niveau mondial, un processus, un phénomène considérable dont nous avons profité, dont d'autres pays ont profité. Donc, on doit lui rendre hommage, comme on rend hommage à Jean-Charles Pichon pour d'autres raisons. Mais au niveau, la vie astrologique dans le monde ne serait peut-être pas exactement la même si Julienne Mulette, qui est d'origine australienne et qui vit aux États-Unis depuis longtemps, si elle n'avait pas lancé un processus. L'ISAR, c'est l'International Society for Astrological Research. Et Jean-Pierre Nicolas a été, en 1974, conseiller scientifique de l'ISAR, grâce à sur ma proposition. Donc, Jean-Pierre Nicolas is the master of some of the people who are here, like, I don't want to mention some names, but Mr. Blanchet or even Mr. Christophe de Seine, they are very well, they are very much influenced by the work of Nicolas. And Nicolas was a scientific advisor of ISAR after the conference of Paris in 1974. So could you say a few words about this time, this special time, which had so much influence upon the next 30 years, until today, I mean. I think I'm too old. Every time he says 30 years ago, I think, oh my. Thank you, Jacques, and thank you for inviting me again. This is really very exciting to be here. In 1968, I started learning astrology when I was very, very young. When I was 7, I heard about it, but then I got a classical education with a degree in philosophy, Gesundheit, philosophy and Gesundheit, and graduate studies in philosophy and religion and psychology. In Australia or in No, it was États-Unis, other places, Brazil and Switzerland and other places as well. And I was teaching astrology after this, but it gave me a good solid educational background with which to come into astrology. That's the only reason I mentioned it. So by the time I learned astrology, I knew other philosophical and historical and religious roots of thought, I suppose one could say. So I was teaching astrology at a university in the United States. And one of my students went to the AFA, the American Federation of Astrologers, which was the American organization. No, actually, I went. And I came away very upset because they wouldn't let me use their research facilities. They wouldn't talk to me about much of anything. And I thought, well, this isn't good. And the level of astrology which was being done was very low. So I thought of starting an international organization. But I lost my nerve. Saturn was coming to my midheaven, and I didn't want to do anything with Saturn. I didn't know enough astrology. So the next year, one of my students went to the AFA and came back and said, hey, they won't give me any advice, they won't let me look at their books, they won't do anything. And I pulled out the manifesto that I had made the year before for the organization, and started the organization with Saturn right on my midheaven. So there we were, without looking, just there it was. And the purpose of ISAR, the International Society for Astrological Research, was to bring together astrologers from all over the world.
there was no international structure. No. Astrologers in Boston, in the United States, didn't know astrologers in New York. Astrologers in the United States didn't know the Germans. The Germans didn't know the English, except, the occasional one knew something. But there was no regular connection, no regular dialogue. Most people, wherever they were, did whatever the local astrologers did. They learned one type of astrology, and that was it. So the first purpose of ESAL was to bring people together, astrologers together from all over the world. Here you are. It's your back. International Society. C'est mon dos. Claude Weiss. Ah oui. Oui. Here. Ah, You were, oui. well, it was taken in the Meridian. Mhm. Actually, there was an old film which has been lost with Ruperti dancing. Oh, let me tell you. Yeah. Okay. So then, what happened? What was I saying? The first step was to go all over the world and find everybody, because nobody knew anybody. So I went to England and luckily found somebody who knew a lot of the European astrologers. One man, he'd written a book. Can't remember his name now. But I then went all over Europe, all over England, France, Germany, Italy, even ended up in Russia finally, Belgium, Switzerland, Austria. And I collected all the astrologers. They didn't know each other, but by the time I was through, we had a board of directors which was international. The following year I went to India, to Australia, to the Philippines, to everywhere. I'd already has transiting Pluto on the 7th cusp. If one sees a client has Pluto on the 7th cusp, one can say, aha, divorce. And you'll probably be right. But one can also start asking questions about the marriage, and then the person will tell you, himself or herself, that, well, my husband and I, my wife and I, and then instead of saying, aha, I'm a clever astrologer, you're getting a divorce, one can help them to understand why. You can see that perhaps the man has Saturn conjunct the moon. So he's walking into this marriage with problems. Saturn conjunct the moon, square Mars, opposite Neptune, or something. And perhaps the wife has Saturn square Pluto or something. But you look at the individual charts and you understand the patterns. And then you help them to understand what is happening, what Pluto conjunct, the 7th cusp means, and also what their natural tendencies are and what they can do. Go for counseling. And you can also help them understand what qualities, what characteristics each one needs to modify a little. And this is, they often will walk out thinking, oh, she doesn't know anything. But they will have tools for handling their lives better. And this makes us much more effective astrologers. Now, when we're saying, you're going to get a divorce, we're being fortune tellers. We're not being astrologers. We're not being anything valuable that the society needs. One doesn't come to hear what's going to happen in one's life, because if we know everything that is going to happen in anyone's life, then it means all is fated, they have no choices. And that's simply not so. 30 years ago, roughly, I edited the Journal of Astrological Studies. It was about 300 pages. 100 pages of it was astrology and psychology. And there were articles written in it by astrologers who had studied psychology and psychologists who were interested in and had worked a little with psychology. Carl Jung, for instance, did work with astrology. His daughter, Gret Baumann-Jung, was on my board of directors, and I worked with her. There are many psychologists who have an interest in astrology, and they do much better psychology when they do. And we do much better astrology when we understand psychology, when we understand. Now, there's another important aspect of this, and that is knowing how to counsel.
If you tell somebody, your child's going to die next month, what have we done to that person? You know, it's like telling a doctor telling someone, you have cancer and you're going to die in 6 months. We have to know how to say things to people, how to deliver information so that they can deal with it, so that they can use it. Yeah? And part of this is psychological training. I also, by the way, for many years have trained psychologists, psychiatrists, ministers. Tu as formé des... Tu trained. Oui, Vous avez formé des... oui, oui, enseigné. Oui. Oui, and many are interested. They don't always tell people that they're using it. But if we want to become respected, and by the way, it's not only in France that you're not respected, we are not respected, it's everywhere, because most people think we are fortune tellers, or that we're magical, and they don't understand the logic of astrology. If there's just anything else here. Sorry. Oh yes, somebody said something about testing astrology earlier. No? Astrology, I think, has to invent its own system of testing, just as psychology has had to. Remember that psychology also 100 years ago was not respected, and still isn't in many quarters. You know, most people say, "What do you mean, go to a psychologist?" So, and in the United States especially, people don't respect any professionals in the intellectual fields. Scientists, yeah. I mean, they may say, "That's wonderful," but they don't really want to know the research you did last week, right? So I think that we need to be less self-conscious about who we are, and I think we need to learn a lot more about the other fields to which we must relate. We need to learn the language of psychology and of physics. We need to understand more about this world and how it works. Michel Gauquelin wrote Cosmic Clocks, je sais pas le nom. Les horloges cosmiques. Oui. And in there he outlined a lot of the scientific research which has been done. For instance, studies with, what do you call it? Not radiation, magnetism. Mm-hmm. Magnétisme. Oui, magnetism. And one of the studies showed, for instance, because a lot of people will say to us, probably to all of you, you know, that well, it can't be magnetism because it's not strong enough coming from outer space. But one of the studies showed that it wasn't the giant forces, the powerful forces which caused a reaction. It was more subtle, tiny little reactions. You know, if somebody hits you, you might go, But if somebody strokes you gently, that has a very different effect and it can be even more powerful. You know what I mean? Right? It isn't always the strong bang that does it. It can sometimes be very subtle. So anyway, I don't know what else I was going to say, but that's probably much too much anyway. Thank you. Vous parlez anglais, Monsieur le Père? Bon, vous pouvez répondre en anglais? Non, je plaisantais. Donc, je voudrais laisser la parole. Excusez-moi, je reprends votre place. Enfin, je peux dire parce qu'en réalité, c'est pas le rôle de la présidente de commission de faire que ça. Normalement, vous devriez prendre des notes. I do want to just say one other thing. I'm sorry. Il a interprété la conception du président de commission, c'est pas du tout celle qu'il imagine. Enfin, c'est pas grave, on en laisse passer. Donc, Non, j'ai vraiment envie de dire quelque chose d'autre, oui. Sur le sujet des femmes et des hommes, oui. Oui. Jacques and I have already discussed this. Well. We now know that the lines between being male and female are much finer than we once thought. You know, there's not macho male over here. See that woman here. We know also that testosterone and what's the other hormone, the female hormone? Estrogen. Are connected, and that testosterone is actually made from estrogen, and that these hormone levels change throughout life. The older we get, for instance, the more masculine-looking women become, and the more feminine-looking men become. Like your hair, Jacques. See, we become more like each other.
And we don't know yet what is actually feminine and what is masculine. We just don't know yet. But I can answer to you that if you consider that, and as I said, we could say, for instance, there is no difference between Jupiter and Saturn, or from the roughly only from the physical point of view. I mean, astrology precisely introduces differences between bodies that other sciences consider as just similar. Astrology does nothing precisely. No science does anything that precisely, and astrology certainly doesn't do it that precisely. However, you have a Venus in your chart, and you're a man. I have a Mars in my chart, and I'm a woman. Now, we're made up of all of these essences which are traditionally male or female, but we all have them. And what we have to learn, one of the problems with men, and I wrote this in my book years ago, is that the water signs, for instance, Scorpio and Cancer and Pisces, often have a lot of emotional problems because they think the only emotion they're allowed to express is anger. And when it comes to this... Actually, you're giving us a very good reason for women to like astrology, is because astrology, the astrological chart, doesn't make any difference between man and woman. And this is a very good reason to... I mean, astrology is supposes that there is no difference, apart from the fact that you will interpret differently. I mean, the chart is precisely the proof that women and men are similar because they have, all of them have charts. Since they have all charts, then men and women are just the same. Well, nobody is the same. As astrologers, we know that there are no two people the same. Yeah, but I mean, okay, thank you very much. And the last thing is, somebody said that he never speaks about, maybe you said? Somebody said she never speaks about astrology when she's doing counseling. I always do. I always let them know what I'm doing. Precisely à ce sujet, je laisse la parole à monsieur Ménager, je crois que les deux commissions vont se confondre. À ce sujet, je crois qu'effectivement, il y a des, pour revenir au musée Blanchet, il y a des cas où dans la consultation, il y a la consultation X est une consultation où il faut absolument parler de l'astrologie, même si on n'en parle pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut agrémenter son discours de référence astrologique parce que c'est ce que le client veut, et d'autres consultations où il s'agit non pas de fantasmer sur l'astrologie, mais de faire de l'astrologie réellement, et là où il n'est pas nécessaire d'en parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a dans certaines consultations, le crédit accordé à la personne qui parle passe précisément par le fait qu'il parle au nom de l'astrologie. Alors que dans d'autres consultations, le crédit passe par la qualité même de ce qu'il dit. Alors, est-ce que Christian, vous qui connaissez bien l'astrologie, Christian Féninger is the head of a group who is inviting all the time American astrologers, etc. Although you don't speak French, no. You don't speak English. No. Mais il est habitué à recevoir. Récemment, il a reçu Sue Tompkins. Oui. Et vous avez reçu d'autres personnes. Donc il y a un groupe à Paris, l'AFA. D'ailleurs, il porte le nom d'une association, le même cycle que l'American Federation of Astrologers. Absolument. Et donc il y a un groupe de gens qui croient vraiment que l'astrologie américaine a quelque chose à nous enseigner. Oui. Mais moi, je voudrais intervenir là sur le sujet qui nous préoccupait, c'est la société. Ouais. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un foisonnement qui nous éloigne un peu de notre sujet. Et moi, ce que je constate en tant que... Bon, j'ai une formation d'analyste. Je suis astrologue, j'ai une formation de psychanalyse. J'ai fait un choix, c'était d'être astrologue, pas psychanalyste. Parlez un peu plus fort. Pas de micro. Je suis désolé, j'ai pas de micro. Voilà. Quand on en parlait, parce que je m'inclus dans le groupe, même à travers ce qui a été dit, moi, sur un plan psychanalytique, j'ai l'impression d'avoir affaire à un individu d'astrologie qui a un narcissisme gonflé mais fragile. C'est-à-dire que, de quoi va-t-on parler ce soir? On doit parler de comment l'astrologie doit s'insérer dans la société actuelle. Quelle doit être enfin, il me semble que c'est le sujet de base, c'est comment l'astrologie doit répondre et s'insérer dans la société actuelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons de problèmes astrologiques
de problèmes de différentes chapelles, de différentes... alors, il y a des problèmes de fond, mais mon opinion est la suivante. C'est que il y a un déficit d'image de l'astrologie, c'est évident. C'est un déficit d'image qui est accentué par les phénomènes de société actuels qui sont la médiatisation, qui sont l'emprise depuis 2 siècles de plus en plus importante du décryptage scientifique du monde qui cherche à s'imposer comme unique système de référence d'interprétation du monde. Et donc, la combinaison de ces différents éléments fait qu'il y a un problème d'image pour l'astrologie, sachant qu'il y a une césure, il y a toujours une césure depuis l'époque romaine dans l'astrologie, entre l'astrologie dite savante et l'astrologie populaire. Alors avec la médiatisation, il est certain que le côté astrologie populaire a pris de plus en plus de place, de force, et qu'on est confronté à cette question-là quand même, malgré tout. Alors, je vais faire très court, je vais aller directement à mes conclusions, parce que sinon on pourrait parler très longtemps. Mais il me semble que la solution, c'est que d'abord, l'astrologie doit être elle-même. C'est-à-dire qu'on a tous une diversité. Et je pense que cette diversité, c'est la richesse de l'astrologie. Il faut la respecter, et il faut, à travers cette diversité, ce que nous avons en commun, c'est de faire une astrologie de réflexion. Et qu'est-ce que nous avons d'autre en commun? C'est qu'au fond, une astrologie telle que je l'entends, elle sert à donner du sens. C'est ça. À l'instar que d'autres disciplines, comme la philosophie, comme d'autres éléments ou la spiritualité. Mais en tous les cas, je pense que c'est une grille d'interprétation du monde et qui nous permet de donner du sens. Et c'est ça que nous avons en commun dans les différentes écoles différentes. On a tous des approches différentes. On peut tous défendre la façon dont ces approches sont faites. On a tous de bonnes raisons d'y croire. Mais ce que nous avons en commun, c'est de réfléchir, d'essayer d'apporter quelque chose et de donner du sens, soit à nos consultants, soit aux sociétés, soit à la société elle-même. Voilà. Et l'astrologie ne trouvera sa place dans la société moderne que si elle est elle-même. C'est-à-dire que si elle ne cherche pas, à se plier ou à se contorsionner pour rentrer dans le système de décryptage scientifique, qui est un système de décryptage mais qui n'est pas le seul, et l'astrologie en est un autre, c'est un autre système de décryptage du monde qui doit se mettre à côté et pas dans le système scientifique ou pas se pliant à des critères de jugement scientifique. Ce qui n'empêche pas qu'une fois qu'elle a trouvé sa place, qu'elle-même, qu'elle se sent forte et sûre d'elle-même, à ce moment-là, elle peut faire des ponts entre astrologie, psycho, astrologie, médecine, astrologie, astrophysique, astrologie, etc. C'est n'est qu'à ce prix-là que ça fonctionnera. Alors je ne sais pas si la communauté astrologique finira par se structurer de cette manière-là. Ce que je pense, c'est c'est très difficile parce qu'il faut respecter une diversité. On voit bien combien on tombe tout de suite dans les discussions de telle ou telle façon de voir les choses. Et puis, mais je pense que ça passe déjà par effectivement, et là je rejoins ce que disait Luc Mariani, par des choses très simples et notamment une structuration professionnelle. C'est-à-dire qu'au moins qu'il y ait au niveau de la profession des éléments de cadre qui fassent référence sur des questions très simples, des questions administratives, des questions de déontologie, voilà, sur ces questions-là. Et après, chacun a sa pratique en respectant un certain nombre de critères éthiques. Alors, voilà. Il y a trois réactions. Pour M. Lepère, on ne vous a pas encore entendu. Après M. Mariani, M. Jacques, si vous permettez, moi je voudrais clôturer juste la fin. Oui, avec le livre. Après, je voudrais quand même, nous avons une petite obligation à l'égard de... J'aurais souhaité que nous fassions une pause et que nous reprenions le débat ensuite, parce qu'il y a la librairie qui est là et ils vont bientôt partir. Donc, il faudrait que nous allions faire un petit tour. Donc, après l'intervention de M. Lepère, je propose que nous suspendions la séance. Nous ne clôturons pas la commission, mais nous suspendons la séance et nous allons respirer un petit peu pendant quelques minutes.
Je suis assez d'accord avec l'interlocuteur précédent. Monsieur Féninger. Christian Féninger. Jean-Marc Lepers, universitaire, Paris 8, je suis informaticien et ethnologue. Donc je suis d'accord à un point près, c'est cette opposition assez dommageable entre l'astrologie d'une part et la science. Mais bien évidemment, la science n'existe pas, il y a des sciences. Rien ne s'oppose à ce qu'on considère l'astrologie comme une science, archaïque soit, mais une science, à laquelle ont succédé beaucoup d'autres sciences, et à laquelle succéderont encore d'autres sciences, par rapport aux sciences que nous avons aujourd'hui. Donc c'est la première chose. Donc, en tant qu'informaticien, moi je suis habitué à ce qu'on invente des systèmes, à ce qu'une science s'invente. On ne découvre rien, on l'a fait, d'un bout à l'autre. Une science s'invente et elle devient efficace, même s'il n'y a rien de découvert dedans, si on a créé un monde, on l'a structuré de la manière dont on veut le structurer. Ça, c'est quelque chose d'assez général en science. On ne sait jamais si on découvre ou si on invente. En général, on invente et on structure les mondes. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour l'astrologie comme pour le reste. Alors maintenant, il y a autre chose, c'est que les sciences avancent vite. Je crois que l'astrologie y a son domaine, mais comme beaucoup d'autres sciences, elle a à tenir compte des avancées des autres. Bon, par exemple, si on parle de psychologie ou de psychanalyse, il y a beaucoup d'idées un peu préconçues qu'avait la psychanalyse sur des événements du monde qui sont complètement battues en brèche par les découvertes scientifiques, en particulier par des découvertes sur la génétique dans lesquelles on s'aperçoit que beaucoup de comportements ou des maladies, y compris psychologiques ou psychomotrices, sont génétiques. Donc évidemment, avoir une position radicale du type l'astrologie explique tout par rapport aux avancées de la science, non. Dire qu'elle explique tout s'il n'y a pas d'autres événements connus motrices sont génétiques. Donc évidemment, avoir une position radicale du type l'astrologie explique tout par rapport aux avancées de la science, non. Dire qu'elle explique tout s'il n'y a pas d'autres événements connus, reconnus par la science, oui. Donc je pense que si elle garde son statut de science archaïque, ce qui n'est pas méprisable, hein, je précise tout de suite, et si elle sait que sur beaucoup de domaines, la science a fait les découvertes et les avancées qu'elle ne pouvait pas connaître elle, puisque c'est une science ancienne, eh bien, je crois que l'astrologie peut avoir tout à fait sa place dans le champ des sciences. Une science comme les autres, quoique plus vieille. C'est ce que je peux vous dire. Ah, ça, je suis. Là, c'était un numéro. Intervenant qui n'avait pas très de mon l'année, il a dit oh, je descends à Paris. Ça fait une fois par an. Non, il y a plusieurs salons. Autant de salons. Vous avez acheté des livres là-bas, Je pense qu'un des points communs que nous avons en tant qu'astrologues est de donner du sens. Pour ma part, je vous citerai qu'une anecdote, si j'ose dire. C'est un ami, Jean-Pierre Gabory, certains d'entre vous l'ont rencontré, qui perd son fils à l'âge de 7 ans. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Se puede venir más vicino al centro. Please, Tout le monde se rapproche. Monsieur Lazarillas, vous pouvez vous rapprocher parce que ça va être un peu sinistre autrement. Et puis, Véronique, tu peux voir s'il n'y a pas des gens qui traînent encore dans les couloirs, s'il te plaît, et qui pourraient nous rejoindre. C'est monsieur Christian Féninger. Donc tout à l'heure, Christian intervenait en disant qu'un des points communs que nous avons en tant qu'astrologue était de donner du sens. Pour ma part, j'étais confronté par exemple à un ami avec qui j'avais créé ma société d'ailleurs, Jean-Pierre Gabory, qui perd son fils à l'âge de 7 ans dans une piscine au Maroc.
le gamin, cette semaine-là, ce jour-là, avait pile un transit Pluton-Carré-Lune. Donc Jean-Pierre et sa femme viennent me voir, et je leur ai dit que je n'avais rien à dire. Je ne suis pas gourou. L'astrologie, pour ma part, ne me permet pas de donner le sens de la vie, de la mort d'un gamin de 7 ans. Je ne sais pas. Ils étaient venus me voir en tant qu'astrologue, hein, je travaillais avec eux depuis 10 ans. Je les ai renvoyés à leur foi et à leur démarche personnelle. Je ne suis pas sûr que par essence, l'astrologie permette de donner du sens. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose et je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, en revanche, j'en parle avec mon voisin là, qui est parti, et on a un peu la même approche, c'est que, à moi-même, en tant qu'astrologisant, en tant qu'astrologue, je ne suis pas si exigeant que ça avec moi-même. Là, j'ai le soleil à 21 degrés 30 du Sagittaire, je viens de passer un an avec Pluton sur le soleil. Je me suis dit, tiens, t'as Pluton sur le soleil. Dans 9 mois, dans 10 mois, dans 1 an, ce sera fini. Et je me suis contenté de ça, c'est-à-dire d'inscrire les choses dans un ordre naturel, et quelque part de me rassurer en me disant que c'était pas une évolution, mais une phase. Mais je n'ai pas trop été chercher le sens. Voilà, je voulais vous faire part de mes questions sur l'astrologie. Il me semble que seuls les prêtres... Nicole et Béatrice, vous pouvez venir là, pour remplir les vides. Pour ma part, remplissons les vides. Parce que ça fait moche au niveau de la télévision. Là. Pour ma part, il me semble que... pour ma part, si l'astrologue donne du sens, il me semble que c'est quelque chose peut-être comme un prêtre astrologue, bref, quelqu'un qui instrumentalise l'astrologie dans le cadre d'une conviction, d'une foi, d'une démarche supérieure. Et que ce n'est pas intrinsèque à l'astrologie que de donner du sens. Voilà, mon cher ami. Bon. Alors, on va essayer de... Yeah? You. Oui. Je ne comprends pas l'anglais. Vous êtes l'homme qui croit que la psychologie ne vaut rien. C'est peut-être un peu pourquoi vous ne pouvez pas répondre à ces questions. J'ai dit tout à l'heure que pour moi l'astrologie était un savoir qui pouvait communiquer avec la psychologie, mais qui n'était pas une psychologie. Et que notre objet d'étude, à nous, astrologues, n'était pas le même objet d'étude que celui... Le micro, parce que la voix baisse. Que celui du psychologue.